Bonjour à tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des chats, savoir si vous m'entendez bien déjà. Je vois que pour le moment, on a une petite quinzaine de participants. On en attend une trentaine d'autres quasiment. Donc, on va attendre 30 secondes avant de commencer. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Fabrice pour les premiers. Sont OK, formidable. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir le comparatif Malraux et Monuments historiques. Je vais faire cette présentation. Alors, je vais vous présenter Ayat Ouidir, voilà, hop, qui vient Bonjour de à nous tous, rejoindre. bienvenue sur le webinaire. Voilà, donc Ayat qui vient de rejoindre Cassius, donc sur le même poste que moi, donc qui sera responsable des partenariats, donc que vous allez rencontrer dans les prochaines semaines, voilà, pour ce que nous aurons l'occasion de voir. Merci Grégory, en tout cas merci, je suis très contente de rejoindre l'entreprise Cassius Concerto, qui est un acteur important de l'immobilier restauré et qui œuvre maintenant depuis plus de 15 ans à la restauration du patrimoine immobilier français, la belle pierre comme on dit, et je suis ravie d'être parmi vous aux côtés de Grégory Bartel pour présenter les deux dispositifs phares, Malraux et Monuments historiques, qui vont permettre à vos clients de bénéficier d'avantages fiscaux importants et bien sûr à la fin notre offre, notre actu et nos produits. À tout à l'heure, merci. Merci Ayat. Alors, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Justement, le fait qu'on soit deux aujourd'hui sera un peu plus simple que le dernier webinaire que j'ai fait là il y a un mois sur le Pinel. Voilà, parce qu'Ayat pourra m'aider sur voilà, me dire s'il y a des questions, des choses comme ça, et on y répondra tous les deux pendant ou après le chat ou après la présentation. On va voir un petit peu comment ça avance. Donc, comparatif Malraux et monuments historiques. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui sur le sommaire, évidemment, les principes basiques, on va dire, de ces deux dispositifs, les différentes conditions d'accès à chacun des deux dispositifs, donc Malraux, monuments historiques, en fonction évidemment de l'emplacement des immeubles, des travaux obligatoires, du type de montage sur ce dispositif et les conditions à suivre de la part d'investisseurs pour avoir le levier fiscal, pour bénéficier du levier fiscal. Nous ferons justement des études financières. Voilà, on a fait quelques simulations assez basiques, on va dire, mais voilà, on a pris un cas client concret. Donc, on va faire un monument historique, un Malraux. On va faire le même lot puisqu'on a des bâtiments aujourd'hui, un bâtiment qui est sur Nîmes, dont je vous parlerai plus tard. Nous avons justement la possibilité d'avoir du Malraux parce qu'il est en secteur Malraux, et il se trouve que le bâtiment est classé monument historique, donc on peut le faire aussi en monument historique. Voilà, on fera donc ces études financières, on va conclure ces études voilà, par un petit mot justement pour faire le point sur ces différents programmes, et ensuite donc on vous présentera les quelques programmes que nous avons actuellement rapidement pour faire un petit tour de ceux qui connaissent pas encore notre offre. Alors, donc les principes des deux dispositifs. Donc ces principes, finalement, les deux dispositifs ont chacun le même objectif, qui est de restaurer et de sauvegarder le patrimoine immobilier français. Voilà. La loi Malraux, donc, a été créée par André Malraux en 1962. On parle de réduction d'impôts, donc qui va de 22 à 30% en fonction de l'emplacement. Comme vous le savez, ces 22 ou 30% sont calculés sur le montant des travaux uniquement. Et le montant des travaux est plafonné à 400 000 euros, ce qui fait donc si on est sur le dispositif à 30%, sur 4 années consécutives, donc ça c'est aussi la période fiscale maximum, donc 30% sur 400 000, on peut monter jusqu'à 120 000 euros de réduction d'impôt, et on parle bien de réduction. Le monument historique, donc c'est une des plus anciennes lois de défiscalisation. On dit aussi souvent que c'est le plus gros, le meilleur levier fiscal, en tout cas celui qui apporte le plus d'intérêt. Alors c'est toujours pareil, on verra que c'est en fonction aussi évidemment de son imposition.
Il est donc elle est plus ancienne, elle date de 1913, bien entendu. Là, on parle plus de réduction d'impôt, mais on parle de déduction. Le gros avantage du monument historique, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un super déficit foncier. C'est-à-dire que on a les déductions donc de la totalité des travaux qui peuvent être défiscalisés et à l'avantage surtout par rapport au monument historique de pouvoir être défiscalisé sur le revenu global. Voilà. Les deux dispositifs ont l'avantage d'être hors plafonnement des niches fiscales, donc à 10 000 € par an, contrairement à d'autres dispositifs type Pinel, voilà, etc. Donc pour ce qui est de l'immobilier. Et ils sont cumulables avec d'autres dispositifs, bien entendu. Alors, quand on dit cumulable, on verra que ça ne veut pas dire qu'on peut faire, par exemple, obligatoirement un Malraux optimisé au déficit foncier, mais on peut faire un Malraux d'un côté, un déficit foncier de l'autre. Voilà. Voilà l'important. Il s'adresse à tous les contribuables voilà, domiciliés en France et qui souhaitent évidemment défiscaliser. Je mets un petit mot là-dessus aussi. C'est vrai qu'on a l'avantage sur ces deux dispositifs de pouvoir défiscaliser sur des délais assez courts et ce qu'on peut appeler aussi du coup en one shot, c'est-à-dire même sur une année fiscale finalement si on a un impôt important. Donc, les conditions d'accessibilité à ces dispositifs. Donc, pour ce qui est de la loi Malraux, donc on va revenir en détail sur les deux dispositifs. Alors déjà, c'est vrai qu'au niveau du type de clients qui peuvent être intéressés aujourd'hui, type d'investisseurs qui peuvent être intéressés par le Malraux, on parle souvent quand même d'investisseurs qui ont une TMI assez élevée, donc généralement entre 30 et 41%. Toujours domiciliés en France, évidemment, et donc qui veulent encore une fois bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc, plusieurs avantages. Donc, déjà que la réduction d'impôt peut être importante. Donc, elle peut aller jusqu'à 120 000 €. On a l'avantage, c'est que du coup, on peut réduire aussi dès l'acquisition. On n'est pas obligé d'attendre la mise en location du bien pour commencer à défiscaliser. Et surtout, gros avantage de la Malraux, c'est qu'on nous sommes sur des loyers non plafonnés, contrairement aux Pinel et de Normandie, par exemple. Les immeubles réhabilités donc doivent être en zone centre-ville, type quartier SPR. Vous avez une location d'engagement, cependant, évidemment, qui est de 9 ans minimum, en nu et en résidence principale pour le locataire. Je reparle après, tout ça, je vais le détailler par la suite. Le montage, donc VIR ou ASL, donc vente d'immeubles à rénover ou association syndicale libre. Et on ne peut pas louer à un ascendant ou un descendant du même foyer fiscal. Pour revenir sur les emplacements, alors bon, on va pas tous les énumérer parce que vous voyez qu'il y en a pas mal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc ce qu'il faut retenir, c'est que si on est sur des centres-villes avec bon, des secteurs qui sont sauvegardés, protégés. Voilà, donc vous avez les SPR, donc les sites patrimoniaux remarquables, et vous avez dedans les ZPP, AUP, les ABAP, etc. Voilà, vous avez différentes abréviations comme ça pour voilà pour énumérer les différents types de quartiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui vous avez des quartiers qui sont accessibles donc avec une réduction d'impôt de 30% sur les travaux et d'autres de 22% sur les travaux. Voilà, ça c'est vraiment les deux choses qu'il faut savoir. Nous, sur notre programme actuellement, on n'est que sur du 30%. Voilà, mais vous pouvez avoir aussi fréquemment des zones à 22%. Au niveau des travaux, donc là, ce sont des choses aussi, bien entendu, à connaître. C'est que tous les travaux doivent être donc sont suivis par un architecte des bâtiments de France, qui a une autorisation spéciale qui doit être accordée par le préfet. Et que l'on doit conserver qu'on doit conserver donc les volumes du bâtiment à l'extérieur. Voilà, donc voilà les petites choses à connaître. Alors les locaux anciennement professionnels ou commerciaux transformés en logements sont désormais éligibles depuis 2017, ça date un peu quand même. Attention, si
ils ont été de base étaient des locaux habitables, puis transformés en commerce, puis retransformés en logement, ça ne passe pas. Voilà. Il faut vraiment que ce soit des locaux commerciaux qui soient transformés ensuite pour du logement, voilà, mais d'origine des locaux commerciaux pour que le dispositif fonctionne sur ce type de bien. Bon, je vois, il y a Dominique Sens qui me demande si vous avez cette présentation. Alors, je pense que je vais faire un peu ce que j'avais fait la dernière fois sur ma présentation Pinel de Normandie. Je vais vous faire un résumé et que j'enverrai à tous les participants. Voilà. Accès au dispositif Malraux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc on peut le monter à chaque fois, ou en VIR, donc en vente d'immeubles à rénover, ou en ASL, en association syndicale libre. Voilà. Alors je le marque vraiment que nous déconseillons. Je sais qu'aujourd'hui on a encore des collègues qui sortent des programmes Malraux, qui peuvent proposer du Malraux optimisé au déficit foncier. Pour différents cas de jurisprudence, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être qualifié, qui peut être requalifié par les impôts. Donc, nous, on déconseille fortement le Malraux optimisé au déficit foncier. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, double imposition, enfin de double avantage fiscal. C'est notre position. Si vous voulez le faire, après vous avez l'embarras du choix, évidemment. On vous laisse faire, c'est vous le conseiller. Mais alors pourquoi Jean-Pierre je pense que ça se dit, nous pose la question. Donc pourquoi on le déconseille? Juste tout simplement parce qu'il y a eu des cas de jurisprudence aujourd'hui qui ont avec des clients qui ont fait du Malraux optimisé au déficit foncier et qui sont fait retoquer tout simplement sur leur avantage fiscal. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui sur du de Normandie optimisé au déficit foncier, du Pinel optimisé au déficit foncier, il n'y a pas de souci. Mais lié à la fois le déficit foncier et le Malraux, ça ne fonctionne pas. Voilà. Même s'il y a un surplus de travaux ou autre, malheureusement, on peut. Enfin, en tout cas, nous, on déconseille de le faire. Depuis 2016, donc le montant des travaux pour le calcul de la réduction d'impôt en loi Malraux est plafonné à 400 000 euros. 400 000 euros qu'on peut vraiment étaler comme on le souhaite sur une période de 4 années consécutives. Avant 2016, on était sur 100 000 euros par an. Voilà. On ne pouvait pas faire du 70 une année et 130 l'année d'après. Là, aujourd'hui, on a l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire en fonction aussi des appels de fonds travaux. Donc, ça peut être très intéressant. Dans le cas où la réduction d'impôt excède l'impôt sur le revenu qui est dû, cette réduction, elle est reportable sur les 3 années suivantes. Ça, ce sont des choses que souvent les conseillers ont tendance à oublier. On se dit, voilà, il y a 4 ans de travaux, il y a 4 ans de réduction d'impôt. Voilà. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que finalement, on peut quand même monter jusqu'à 7 ans. Si l'impôt est inférieur, pardon. La plus-value immobilière, alors ça c'est une chose qui est assez importante aussi aujourd'hui sur le dispositif Malraux et sur les autres dispositifs d'ailleurs, parce que c'est une question qui revient souvent, bien entendu. La plus-value immobilière, que ce soit en VIR ou en ASL, elle se calcule de la même façon. On pourrait penser qu'en ASL, c'est différent, enfin qu'en VIR, c'est différent, qu'on prend la totalité de l'investissement, donc foncier plus travaux, pour déclarer sa plus-value immobilière le jour de la vente. La réalité est que c'est la même chose qu'avec une ASL, donc on va prendre le prix d'acquisition du foncier uniquement et les travaux ne seront pas pris en compte. Donc la plus-value immobilière peut évidemment être très importante. Encore une fois, c'est une question, voilà, faut savoir y répondre, mais c'est pas obligatoirement, l'objectif commercial le plus intéressant, l'adjectif commercial, pardon. Maintenant, c'est important de le savoir et surtout, faut partir
du point de vue que aujourd'hui, la personne qui fait l'acquisition, l'investissement dans un Malraux, on reste quand même sur du patrimonial, on reste sur des bâtiments qui ont une histoire, des quartiers qui sont protégés. Donc, on parle pas on parle pas évidemment de résidentiel et de revente à 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Déjà, on a au moins 9 ans évidemment de garde, de mise en location et voilà. Jean-Pierre me pose toujours des questions. Une question de Jean-Pierre Sapin. Par contre, exonération au terme de 22 ans. Ah oui, bien sûr. Après, l'exonération sera évidemment la même que sur n'importe quel. Tout à fait. Voilà, 22 ans. Après, on monte à près de 30 ans avec la CSG, CRDS, enfin tout ce qui est. Voilà. Ça change pas la règle. La règle ne change pas. Voilà. Mais le montant est important, bien entendu. Concernant la loi monuments historiques. Alors, les monuments historiques, là, le dispositif fiscal est évidemment un peu plus large, enfin un peu plus. On dit souvent que c'est le meilleur levier fiscal. Alors, c'est pas faux. C'est souvent le meilleur. On peut difficilement faire mieux. C'est pour ça que ça s'adresse essentiellement aussi à des TMI assez élevés. Donc là, on est plus sur du 41-45%. En dessous de 41%, on peut trouver des investissements type Malraux ou autres qui peuvent être très intéressants. Ou d'autres, voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. On verrait que en fonction du client, il faut savoir s'adapter aussi et on peut lui trouver des meilleurs investissements en fonction de ses objectifs. Là encore, on parle de clients évidemment domiciliés imposés en France, avec le but d'obtenir une réduction d'impôt sur un laps de temps assez court. C'est vrai que généralement, on parle de 1 à 3 ans. Là encore, ça va être, le calcul va se faire à chaque appel de fonds de travaux. Donc, le client, l'avantage du monument historique, et c'est vrai que c'est parfait pour ce type d'investisseurs, c'est tous les investisseurs qui ont un revenu exceptionnel. Un revenu exceptionnel qui, bien sûr, rentre dans l'IR, hein, mais revenu exceptionnel, c'est vraiment le dispositif parfait. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire en one shot. Tout simplement, qu'on peut faire la totalité des travaux, donc sur des gros programmes on a des ratios de travaux assez intéressants. On peut sortir 90-95% de son investissement directement sur son revenu global et sur une seule année. Donc quelqu'un qui a vente de parts de société, dividendes ou autres, ce sont des choses qui peuvent être très très intéressantes. Faut savoir qu'évidemment sur les avantages du monument historique aussi, c'est qu'on va d'abord aller gommer les revenus fonciers. Là, bien évidemment, les revenus fonciers sont taxés au plus haut de la TMI, avec derrière une CSG CRDS à 17,2%. Donc, le but est d'aller d'abord gommer les revenus fonciers avant de venir gommer sur le revenu global, qui lui va faire la passe de CSG CRDS. On a possibilité d'avoir l'exonération des droits de succession. Je vais vous en reparler un petit peu après, parce que ça me demande évidemment des obligations de la part du propriétaire. Là encore, nous sommes sur des loyers qui ne sont pas plafonnés. On est soumis au DPE, on n'est pas soumis au DPE pour la location. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des bâtiments qui sont classés. Là encore sur les travaux, on va le voir après, on est suivi par les bâtiments de France, la DRAC, etc. Et que bien entendu, on nous met souvent en fait des restrictions pour garder les intérieurs et les extérieurs. Donc, on ne peut pas isoler. Donc on ne va pas avoir un DPE hyper classé comme on nous le demande aujourd'hui avec la loi climat. Ce ne sera pas le cas sur un monument historique. Voilà pourquoi ce sont les seuls bâtiments sur lesquels on n'a pas besoin de présenter un DPE pour la location. J'en ai pas parlé là, mais évidemment, les avantages aussi. Le gros avantage, c'est que là, on a une durée de location minimum qui est de 3 ans, nue, après la dernière imputation sur le déficit. Voilà, après le dernier déficit imputé. On y reviendra aussi un peu plus tard.
Conditions donc pour l'investisseur, bah voilà, je l'ai marqué là. Donc location nue en résidence principale 3 ans après la dernière imputation. Donc je dis voilà ou pas. Voilà, garder le bien pour une durée de 15 ans minimum. Et là, on est obligatoirement en montage ASL, puisque on est sur un déficit foncier. Donc, l'immeuble. Donc, il doit être soit classé monument historique, soit inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ISMH, soit être labellisé Fondation du patrimoine. La restauration se fait entièrement sous l'égide d'un architecte du patrimoine, qui lui-même sera suivi par les ABF, donc les architectes des bâtiments de France, le conservateur, voilà, la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, voilà, tout ce qui est travaux. Donc là, c'est très restrictif. Et c'est ce qui fait le charme, évidemment, de ces immeubles patrimoniaux et voilà, classés, tout simplement, qui font partie de nos monuments historiques. Les travaux éligibles au dispositif, en fait, sont tous les travaux. L'avantage encore une fois, des monuments historiques, c'est que là, on va vraiment prendre tous les travaux éligibles, hormis ce qui va être travaux d'agrandissement ou de création de surface. Voilà. On peut l'avoir aujourd'hui. Par exemple, nous, on a créé des mezzanines sur dans certains programmes que nous avons actuellement. La mezzanine, c'est de la création de surface. Ça ne rentre pas dans l'assiette. Ça rentre pas dans l'assiette exactement de calcul. C'est important ce point. Ça permet de... C'est un point important, tout à fait. Alors, on gagne on peut gagner en surface, mais encore une fois, il y aura toujours une somme qui rentrera pas. Voilà, ça ne sera pas imputé dans la réduction. Exactement. Bon, tout ça, évidemment, on l'indique sur nos fiches programmes. Hein. Voilà, on vous laisse pas les calculs et les sommes, voilà, au petit bonheur de la chance. Tout ça est indiqué en tout cas chez nous, sur chaque programme et sur chaque grille de prix détaillée. L'accès au dispositif, donc le montage et la défise. Donc en effet, comme je vous le disais, on est obligatoirement sur un montage ASL sur du monument historique puisqu'il s'agit d'un déficit foncier. Voilà. Donc il faut que que les travaux soient faits à la demande du propriétaire, enfin du bénéficiaire du dispositif. L'avantage finalement, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps. Et les dépenses effectuées en N sont déductibles en année N. Donc, on peut faire du one-shot, mais chaque travaux, finalement, que vous ferez pendant les 15 ans minimum qu'on vous demande de garder le bien, pourront être chaque année défiscalisés. Voilà, il n'y a aucune limite de temps par rapport à ça. Mais c'est lorsque les travaux sont faits. Voilà pourquoi on parle souvent de 2-3 ans, puisque c'est généralement le laps de temps qui régit, on va dire, la commercialisation et la livraison après travaux d'un bâtiment. 100% des travaux sont éligibles. Ils sont donc imputables sur le revenu global. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc on aura d'abord les revenus fonciers avec les 17,2% de CSG CRDS. Gros avantage, comme il s'agit d'un déficit foncier, on va aussi ajouter toutes les charges voilà, sur ce bien. Donc, on va avoir les frais de gestion, voilà, provision pour charges de propriété, les primes d'assurance et surtout les intérêts d'emprunt qui, maintenant qu'ils ont remonté depuis ces derniers mois, peuvent avoir quand même un réel impact sur les premières années de location. Voilà, le déficit reportable, et donc le déficit est reportable sur le revenu global les années suivantes, donc jusqu'à 6 ans, voilà, jusqu'à la 6e année pour ce qui est du revenu global. Le reste sur le déficit sur le revenu foncier, il n'y a pas de souci. Les conditions d'investisseur. Donc vous devez vous engager, à louer le logement nu en tant qu'habitation principale pendant une durée minimale de 3 ans après le dernier déficit imputable. Donc, important lorsqu'on parle, que je vous disais, après le dernier déficit imputable, puisque, en effet, comme je vous l'expliquais aujourd'hui, entre la montée des taux, entre voilà, les différents charges que vous allez pouvoir imputer, souvent, vous
vous dépassez les 3 ans. Donc, c'est voilà, 3 plus finalement 3 ans après, pouvoir louer en meublé, pouvoir passer le bien, par exemple, en meublé. Donc, on est rarement sur une base de 3 ans, on est plus souvent sur de 5, 6, 7 ans. Voilà, malgré tout, si on fait un paiement comptant sur une année, là, en effet, on peut aller très rapidement, comme je vous le disais, sur un revenu exceptionnel, on peut aller là, pour le coup, sur très rapidement un changement de statut pour passer d'une location nue à, par exemple, une location meublée et des revenus BIC. Pour bénéficier de l'exonération, hop, je perds ma page, excusez-moi. Pour bénéficier de l'exonération, donc alors là on parle de l'exonération des droits de succession. Donc là aussi j'en ai parlé un petit peu avant. Ça c'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose très fréquemment. Ah mais alors si je le garde 15 ans, mes enfants pourront hériter du bien sans payer de droits de succession. C'est faisable, mais pas sur tous les programmes. Les programmes doivent être ouverts au public un certain nombre de jours dans l'année. Alors, on dit un minimum de jours. Voilà, exactement, un minimum de jours. Alors évidemment, c'est pas un minimum de jours, c'est pas l'ouvrir une fois pour les journées du patrimoine et faire visiter son jardin. Ça demande plus que ça. Voilà, c'est 200 quelques jours de mémoire. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une possibilité de rentrer dans le bien. Alors maintenant, on n'est pas obligé de visiter tout le bien. Ça peut être rentré juste sur une partie commune, juste sur une partie, même de l'extérieur. Je l'ai vu sur des programmes où il y a juste une chapelle qui est visitable, qui est complètement en dehors du bien, mais malgré tout, du coup, voilà, on peut avoir cet avantage fiscal. Donc, évidemment, en plus d'avoir cet immeuble donc ouvert au public, un certain nombre de jours par an, il faut aussi évidemment signer une convention avec la DRAC. Et les héritiers doivent s'engager à conserver le bien, eux aussi, 15 ans. Voilà. Donc ça, ce sont les choses importantes à connaître par rapport aux droits de succession dits exonérés sur les monuments historiques. Donc vous devez vous engager à louer le logement nu pendant 3 ans après le dernier applicable. Donc ça, je vous en ai parlé. Vous avez aussi la possibilité d'habiter le bien. Oui, c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose dont on oublie parfois de parler. On parle d'une location 3 ans au minimum, mais vous avez tout à fait la possibilité d'habiter le bien en résidence principale. On bénéficiera quand même d'un dispositif intéressant, puisque là, on pourra quand même défiscaliser 50% des travaux. Ce qui n'est pas rien. Ce qui reste très avantageux sur une résidence principale. Donc, ça peut être, là encore, quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, on a de la demande dans RP quand même de temps en temps aussi. Quelqu'un qui veut vivre dans un superbe bâtiment classé, il en a la possibilité et il peut toujours bénéficier quand même d'un avantage fiscal conséquent, puisque 50% des travaux seront donc défiscalisables, imputables sur le revenu global. On peut acheter en SCI, mais attention, il faut que ce soit une SCI familiale, non soumise à l'IS, et dont tous les membres de la même famille, s'engagent à conserver le bien 15 ans. C'est le seul type de SCI aujourd'hui, pour le moment, avec lequel on peut acheter un bien classé monument historique et bénéficier du dispositif. On va voir un peu les études financières. Alors, je vais regarder, je crois qu'on a une ou deux questions. On pourrait avoir non, c'est la même question sur la présentation, donc pas de souci, on va rester là-dessus. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà. Alors, donc les études, on va faire quelques études financières. Hop. Donc, on a pris, alors évidemment, on a simplifié un petit peu avec Ayet les calculs, puisque on va pas aller vous calculer le TRI exact, la moindre déduction fiscale, mais on a fait dans les grandes lignes, on va quand même vous montrer l'avantage fiscal assez simple. J'ai perdu d'ailleurs hop, là il m'a calculé hier. Bon. Donc on va revenir sur, on a pris comme exemple un bien que nous avons actuellement à la vente, à la commercialisation, un bien qui se trouve à Nîmes.
dans la maison Sainte-Castor. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus tard aussi, mais la maison Sainte-Castor, c'est l'ancien presbytère de la cathédrale Sainte-Castor, hein, qui a du même nom à Nîmes, donc l'ancien presbytère du curé de la cathédrale. Là, on est sur un bien, sur une cour intérieure avec une petite terrasse magnifique. Bon, l'immeuble est superbe. C'est voilà, un emplacement idéal. On est en hypercentre de Nîmes. L'emplacement est exceptionnel. Voilà, donc on fera un point sur les programmes après, mais voilà. Donc là, on a pris ce programme-là. Pourquoi on a pris ça? On est sur une enveloppe globale de 251 000 euros, donc ça reste aussi bien, ça peut vraiment, voilà, un investissement assez classique sur du Malraux et aussi sur du monument historique. Donc on a vraiment pris un bien avec un tarif, avec un prix de vente, on va dire assez voilà, ouvert, on va dire sur ces deux dispositifs. Au niveau de la typologie d'investisseur, on l'a créé, donc on a pris un investisseur donc qui est sur une tranche à 41%, TMI à 41%, avec un revenu annuel de 120 000 euros. Alors j'ai marqué avant abattement, c'est après abattement. C'est après abattement. Donc un revenu foncier de 10 000, donc ça fera 130 000 après déduction des 10%, donc après l'abattement. Et on a un IR qui a disparu, qui est de mémoire à 38 000. Tu l'as 39 248. 39 248, voilà. Donc 39 248 avec à la fois donc sa TMI sur ses 120 000 euros à 41%. Donc évidemment, il fonctionne par palier. Hein, voilà, 0% sur le premier palier, 11% par la suite, 20%. Pardon. 11 et 30 sur le premier et le deux, enfin sur le deuxième et troisième palier. Ne nous rajoute pas une tranche, hein. Oh, t'as une info? Peut-être. Voilà. Donc on est sur voilà, et les revenus fonciers qui seront donc eux, bien entendu, taxés avec une TMI à 1720. En fait, on la retrouve là, l'impôt total. Voilà, on a le calcul là. Donc voilà, les 130 000 euros imposables, la TMI est 41%, la CSG CRDS à 1720 supplémentaires sur les 10 000 euros des revenus fonciers. Donc on a un impôt total à 39 248. Le premier choix de dispositif. Voilà, le premier choix que nous avons fait, donc c'est sur le monument historique. Donc sur ce bien-là, donc on a un foncier qui représente 61 874 euros et un montant de travaux qui est à 189 126 euros. On va faire les travaux sur 3 ans, classique, encore une fois. On va appeler des codes par travaux. Alors là, encore une fois, on est parti vraiment sur quelque chose d'assez basique, parce qu'on aurait pu le faire sur un one-shot en année N classique. Là, on a fait vraiment quelque chose de lissé, comme on le fait généralement sur nos programmes. Donc, ça va être du 40-30-30 au niveau des appels de fonds travaux. Donc, un premier code par travaux donc de 40% qui va représenter 75 650 euros. Et ensuite, les 2 x 30 qui vont représenter 56 738 euros. Le total du revenu imposable va donc baisser et être à 54 350 euros et 44 465 sur les 2 années suivantes. Ce qui veut surtout dire qu'on passe d'un IR à 39 248, on passe sur un IR à 9 591 la première année et encore une fois qui baisse plus de la moitié sur les deux suivantes puisqu'on va être à 15 264 euros. Voilà. Donc évidemment, un levier fiscal très intéressant, le monument historique. Dès qu'on est sur ce type d'exemple, c'est flagrant. Évidemment, le gros avantage, c'est qu'en plus, comme je vous le disais, voilà, vu qu'on va gommer d'abord le revenu foncier, ça va être extrêmement intéressant. Si on a un client qui a encore plus de revenus fonciers, ça va être encore plus intéressant. Voilà, dispositif qui s'adapte, comme tous les déficits fonciers, qui s'adaptent beaucoup à la typologie du client. On va reprendre exactement
le même programme, le même lot, et on va faire un essai donc sur un Malraux, enfin sur le dispositif Malraux. Donc évidemment avec le même type la même typologie de client, hein, toujours avec ses revenus donc à 120 000 euros plus 10 000 euros de revenus fonciers. Donc on retrouve évidemment toujours la même répartition, donc 61 874 euros de foncier, près de 190 000 euros de travaux. On reprend les mêmes appels quote-part de travaux, donc 40% en année N, 30% en année 2 et 30% en année 3, enfin N plus 1, N plus 2, pardon. Les quotes-parts de travaux restent les mêmes, et là du coup on se retrouve vraiment avec une réduction d'impôts importante, puisque là on a une réduction de 22 695 euros directement la première année, et sur les 2 années suivantes on va se retrouver avec donc un peu plus de 17 000 euros de réduction d'impôts. Ce qui veut dire qu'on va, là encore, avoir un nouvel IR bien réduit, puisqu'on était à 39 248 euros, voilà. Et on se retrouve avec 16 553 la première année et 22 227 les 2 années suivantes. Donc là, ce qu'on peut voir évidemment, c'est que on est sur on peut voir qu'on est finalement sur un monument historique qui est un peu plus avantageux. L'impact fiscal est plus fort. Voilà, l'impact fiscal est plus fort. Voilà, maintenant ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment, il va falloir finalement s'adapter aux motivations du client. Parce que sur le papier, c'est bien beau d'avoir un impact fiscal plus important, c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, les motivations d'investisseurs, donc hormis l'avantage fiscal, la rentabilité locative peut être décisive pour le client. Donc, et voilà ce qu'il va falloir. Alors là, j'ai pas la page que j'avais prévue. J'avais retravaillé entre temps. C'est pas grave. On va le faire de tête. Du coup, on va avoir, vous allez avoir des clients qui vont finalement prioriser l'achat patrimonial, côté historique, le côté peut-être un peu chauvin d'avoir un petit morceau de l'histoire de France lorsqu'on est propriétaire d'un monument historique, où là, évidemment, on peut mettre en valeur le MH ou même certains programmes Malraux. L'avantage du Malraux peut être parfois le fait qu'on se trouve quand même toujours dans des centres-villes qui sont protégés. Voilà, donc on va être souvent sur des centres-villes, on n'est pas excentré. L'avantage du monument historique peut lui d'avoir un engagement de location qui va n'être que de 3 ans. Donc location après la dernière imputation, encore une fois. Donc cet engagement de 3 ans permet de bénéficier, on va dire, de pouvoir faire un changement pouvoir faire un changement et passer sur un revenu BIC plus rapidement. Le fiscal passer en meublé Exactement. Et déclarer ses revenus en BIC. Là aussi, il y a encore un avantage qui se perpétue au niveau des revenus locatifs. Tout à fait. Donc, il y a toujours cet avantage fiscal, même si après les 3 ans, il y a cette proposition aussi d'apporter à vos clients le BIC. Voilà, exactement. L'avantage, c'est vraiment sur le long terme avec le client, vous lui proposez aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire sur le Malraux, mais après 9 ans, ou sur le... Là, c'est plus court sur le MH. Voilà, l'avantage du MH, c'est que c'est plus court, donc en fonction, encore une fois, du bien, c'est pour ça que c'est vraiment important de bien connaître, évidemment, de bien faire sa découverte client, puisque... Il faut hiérarchiser vraiment les priorités du client. Exactement. Aujourd'hui, on l'a vu dernièrement, moi je l'ai vu dernièrement sur un programme monument historique, par exemple, que nous avons sur Le Havre, où le client n'a pas choisi obligatoirement le lot le plus
louable en nu, puisqu'il avait 2 chambres, mais après un lot avec une seule chambre en mezzanine, mais qui va être beaucoup plus patrimonial, avec 4,50 m de hauteur sous plafond. Pourquoi? Parce qu'il prévoit au plus tôt de le passer en meublé. Et le lot patrimonial aura plus d'attrait en meublé, en court terme, parce que eux veulent faire du court terme en plus. Donc voilà, il y aura plus voilà, ils ont plus d'intérêt à partir sur celui qui finalement a le plus de charme, mais peut-être mais qui a une rentabilité sur le nu moins intéressante, mais qui sera plus intéressante sur le meublé par la suite. Voilà, ça c'est un type d'exemple qu'on peut retrouver assez facilement. Là aussi, à voir en fonction du client, un client qui a de gros revenus fonciers, un simple déficit foncier, par exemple, peut avoir un meilleur attrait aussi. On a eu le cas, ne serait-ce que la semaine dernière, où on avait un client qui voulait faire absolument ou un Malraux ou un déficit foncier, mais qui avait un TRI, donc un taux de rendement interne final, moins intéressant sur les MH qu'on pouvait lui proposer ou sur les Malraux. Alors qu'avec son déficit foncier, on lui a proposé un programme en DF simple à Pontoise, en Île-de-France, avec une location, avec un revenu locatif bien plus intéressant. Et au final, il se retrouve avec une très bonne défisque, puisqu'il tire ses revenus essentiellement de ses revenus fonciers. Donc, il va gommer au maximum ses revenus fonciers. Et derrière, il sait qu'il va avoir un bien qui a une meilleure rentabilité, on va dire, que d'autres biens. Voilà. Donc encore une fois, le but est vraiment de s'adapter aux motivations et d'apporter la meilleure solution financière. Exactement. Voilà, mais les deux sont intéressants et les objectifs sont parfois nuancés. C'est exactement ça. Voilà. Donc ne pas s'arrêter toujours à ce que souhaite le client, le conseiller évidemment. Mais prendre en compte évidemment aussi ses choix, encore une fois, si le client a le côté peut-être plus patrimonial, et là évidemment les monuments historiques aura certainement un amour plus supérieur du client. J'ai Agnès Hector qui me demande comparatif au niveau des SCI, comparatif au niveau de la transmission, donation. Alors, ça fait beaucoup de questions. Si Agnès, vous pouvez nous éclairer sur la question. Ce dont vous avez besoin. Voilà, ce dont vous avez besoin. Après, s'il le faut, on répondra. Je peux toujours faire appel à un ami qui est notre avocat fiscaliste, évidemment, qui suit tous nos programmes. Oui, pour la SCI, en familial. Alors oui, dans les deux programmes, on peut acheter en SCI. Non soumis à l'IS. Non soumis à l'IS, il faut que ce soit soumis à l'IR. Je vais voir si on peut faire une donation de la nue propriété dans les deux cas. Alors, c'est une bonne question. Après l'engagement, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais omettre la question. Je pense qu'on peut normalement faire donation de la nue propriété. Alors sur la Malraux, je crois que on ne peut pas. On ne peut pas. Malraux, cas exceptionnel en cas en cas de décès, par exemple, d'un époux, là, en effet, on garde l'avantage, le survivant, le conjoint survivant, garde l'avantage fiscal jusqu'à la fin des 9 ans. Voilà. Mais de mémoire, on ne peut pas faire de donation sur de la nue propriété. Voilà. Après, il faut que je vérifie, j'en suis pas certain. SCI possible, SCI Malraux, même si location à la MNP ensuite. Alors là, encore une fois, la location LMNP se fera de toute façon après les 9 ans de location. Donc, une fois que ces 9 ans sont passés et que on va dire le dispositif, le levier fiscal, enfin, vous avez bénéficié de l'avantage fiscal,
Là, en effet, il n'y a pas de, il y a aucun souci pour changer le statut du bien et passer, si on le désire, en SCI. Il y a aucune raison pour qu'on puisse pas le changer. Voilà. Sur la question de la donation, on était revenu dessus tout à l'heure. Sur les questions de la donation, transmission, voilà, sur les transmissions. Donc ça, oui, on c'est en dans la avait parlé. présentation. C'était dans la présentation, particulièrement sur le monument historique, voilà, où j'expliquais donc Les droits de les succession. droits de succession qui peuvent être Exonéré. exonérés. Merci beaucoup. C'est Je ça. t'en prie. Tu parles, c'est toi qui fais tout le travail. Donc, bon, je vais vous faire un petit tour des programmes que nous avons actuellement. Alors nous, aujourd'hui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Cassius, ça fait 15 ans maintenant que l'on existe. Je vais me mettre à partager l'écran avec c'est un plus simple. Donc, ça fait une quinzaine d'années que Cassius est un peu plus maintenant, même 16 ans. On est vraiment spécialisé sur tout ce qui va être immobilier ancien restauré. Donc, on va faire du déficit foncier sur 99% de nos biens en vente. Et ensuite, on va avoir évidemment donc du Malraux, des lois monuments historiques, de Normandie et du Pinel ancien, Pinel plus ancien. Voilà, qui s'arrête à la fin de l'année, mais on en a encore quelques-uns. Actuellement, on a 14 programmes en commercialisation. Nous, on est moteur, opérateur et commercialisateur, donc voilà, on suit vraiment les programmes de A à Z. Tous nos programmes sont suivis par un avocat fiscaliste et je suis à votre disposition si vous avez des questions ensuite par la suite sur tous les programmes. Ayette aussi maintenant du coup qui est avec nous, sera là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à prendre contact pour ceux qui ne sont pas encore partenaires. Et pour les autres, je pense que la plupart, je les connais déjà. Et si ce n'est pas le cas, on aura l'occasion de se croiser prochainement. Donc, on va faire le tour un peu de nos programmes. Donc, là, évidemment, j'ai pris juste les programmes Malraux, Monuments historiques. Je ne suis pas rentré dans le détail, c'est des 14 programmes en totalité. On va commencer sur des Malraux. Donc, nous, on travaille vraiment sur toute la France. Vous allez voir par rapport à ce qu'on vous propose qu'on privilégie quand même dans un premier temps l'emplacement. Qui pour nous est très important. On parle toujours dans l'immobilier, c'est emplacement. C'est vraiment ce que l'on fait. Alors l'emplacement, ça peut être un centre-ville ou alors un emplacement, on va dire, plus commercial. Mais voilà, on privilégie toujours l'emplacement par rapport à des objectifs et à de location pour nos investisseurs. Il y a un attrait toujours aussi chez nous, on va dire, architectural. Et vous allez le voir par rapport aux différents programmes. En Malraux à 30%, nous avons actuellement 4 lots disponibles. Alors, plus 4, puisqu'il y en a 2 qui sont vendus. Mais nous avons donc un programme sur Avignon, la maison du 4 de chiffres. C'est une maison assez connue sur Avignon, puisque, comme vous pouvez le voir sur la photo, en fait, il y a une partie qui date du XVe siècle et l'autre qui date du XVIIe. On est sur un emplacement idéal là sur Avignon. On est évidemment dans le centre-ville historique, donc à l'intérieur des remparts. Nous sommes vraiment dans le quartier, ce qu'on appelle le quartier des théâtres, donc avec tous les petits théâtres. On a une encablure donc de la sortie des remparts et donc on se retrouve à côté du tribunal administratif. Donc c'est un quartier qui est aussi assez prisé par les cabinets d'avocats. On ne le voit pas vraiment sur la photo, mais on a tous les canaux de la Sorgue avec les roues à aubes, etc. tout le long du bâtiment. Donc c'est vraiment à la fois magnifique au niveau de l'architecture, au niveau de la rue, au niveau du quartier. On est quand même excentré de la place du Pi pour ceux qui connaissent, donc on n'a pas non plus les touristes avec leurs valises toute la journée, mais ça reste un quartier très touristique et très apprécié des habitants de la région et des investisseurs. Donc 4 lots, plus que 2 disponibles, du T1 au T2, voilà, donc là ça va être essentiellement des T1 bis qui va rester, et avec un ratio de travaux de 65%. Toujours en hypercentre et dans des villes aussi assez réputées pour leur programme Malraux, on va avoir le 26 boulevard Gambetta
à Uzès. Là encore, on est sur un petit programme. On est au nord-ouest du boulevard Gambetta. Alors, boulevard Gambetta, ça reste une rue double, enfin une petite rue ça reste une rue en sens unique. On n'est pas sur un boulevard sur une 2x4 voies. On n'est pas en région lyonnaise, région parisienne où on voit un boulevard comme une rue voilà extrêmement passante. Ça reste la rue principale qui fait le tour du duché d'Uzès, enfin, du quartier ancien d'Uzès et de son duché intérieur. Mais voilà, donc programme recherché. On a l'avantage sur ce programme-là, c'est qu'on a refait un découpage de lots. Donc on se retrouve avec des lots très intéressants. Là, on a eu des retours de lots en plus, malheureusement, on a deux, trois ventes qui n'ont pas abouti à cause des prêts sur la fin de l'année, le début d'année. Donc on a remis des lots en commercialisation qui peuvent être très intéressants sur des petits investissements. Voilà. On a un beau ratio de travaux de 73% et on commence à 136 850 euros. Voilà. Donc là, ça fait voilà, des petits investissements Malraux, ça peut être très intéressant, c'est recherché. Il y en a peu, en dessous de 150, en dessous de 200 000 même. Les investissements Malraux et MACH sont recherchés. Voilà. Donc là, on est sur du Malraux. N'hésitez pas à aller faire un tour. C'est des lots qui, je pense, devraient partir très rapidement, je ne m'inquiète pas. Mais voilà, s'il y en a peu, donc si vous avez une recherche, n'hésitez pas à nous contacter. L'hôtel Lalou, donc là on remonte un petit peu, on remonte au nord, hein, on est plus dans la région centre Tours. L'hôtel Lalou, alors là on va encore parler d'un emplacement voilà, idéal, on est toujours sur du Malraux à 30%. Un ancien hôtel, idéalement placé en plein cœur du centre-ville de Tours. Pour ceux qui connaissent, on se retrouve vraiment, on est quasiment derrière la mairie de Tours. Donc, enfin, on est à une rue de la mairie de Tours, donc hyper centre. On est entre la gare et la rue principale avec les Galeries Lafayette. Voilà, donc on est à distance à pied de tout ce qui est commerce, activités touristiques, restaurants et gares, et toutes les écoles évidemment, puisque là on se retrouve juste derrière. J'ai perdu le nom de l'école, donc je vous la citerai pas. Mais juste derrière un lycée privé très coté. Voilà. Donc ici, on a 7 logements sur Tours. On en reparlera peut-être dans le futur. On est en train de voir un petit peu peut-être pour retravailler sur des logements un peu plus accessibles niveau prix. Voilà, pour faire des T1, T1 bis. C'est en discussion. On aura certainement l'occasion d'en reparler pour ceux qui s'intéressent au programme de Tours sur la fin du mois de mai. Voilà, dans un petit mois. On attend le retour, évidemment, de la mairie et de l'architecte des bâtiments de France, puisque, comme c'est du Malraux, nous avons certaines contraintes. Toujours en Malraux, nous avons un autre programme en région parisienne. Alors pour ceux qui connaissent Saint-Germain-en-Laye, dans la région parisienne, ça reste évidemment une ville de l'ouest parisien extrêmement cotée. C'est la première ville sur la partie RER A, donc ville de départ du RER A, donc complètement à l'ouest de Paris. Saint-Germain-en-Laye, ville évidemment connue de par son château, voilà, qui a été où naquit donc, je ne dis pas de bêtises, c'est Louis XIV, voilà, avant de partir sur Versailles. Mais voilà, donc en tout cas, château royal, résidence royale. Donc ville très réputée et privilégiée, on peut le dire, de l'ouest parisien. Emplacement. Je crois qu'à l'heure actuelle, on peut difficilement faire mieux pour ceux qui connaissent Saint-Germain-en-Laye. On est sur, donc c'est le 22 Saint-Ger, on est le nom du bâtiment, on est rue Aupin à Saint-Germain-en-Laye. Donc on est vraiment pareil là dans le quartier privilégié et recherché de Saint-Germain-en-Laye, avec donc les commerces au pied de l'immeuble. La gare RER de Saint-Germain-en-Laye qui est dans la rue derrière, on a le parking des Coches. Voilà. Tout se fait à pied, on peut difficilement faire mieux placé. Et là, on a des T1, des T2. Plus beaucoup de T1, je crois même que le dernier vient de se vendre, mais il nous reste des T2 avec un ratio de travaux de 66%. Voilà, pour quelqu'un qui veut de l'Île-de-France, c'est parfait. Livraison 4e trimestre 2026. Voilà, un beau bâtiment et un bel emplacement en Île-de-France.
Ensuite, on passe sur la Maison Sainte-Castor. Donc, la Maison Sainte-Castor à Nîmes, c'est le programme sur lequel nous avons fait nos deux, nos deux études financières. Merci, Ariane. Donc, Maison Sainte-Castor à Nîmes, 11 logements, hyper centre de Nîmes, plein cœur du centre historique de Nîmes, à une encablure de la Maison Carrée, juste derrière, dans la rue de la cathédrale de Nîmes. Donc, on a là encore tout ce qui va être bus, réseau de tram, etc., accessible à 3 minutes à pied. Et un superbe immeuble que l'on va restaurer là aussi. Donc, il y a l'avantage est dans ce quartier classé Malraux et donc que l'on retrouve derrière ensuite lorsque je passe à nos biens monuments historiques, puisque la Maison Sainte-Castor est classée au monument historique. Avec un beau ratio de travaux aussi, à 80% sur Nîmes. C'est vrai que les monuments historiques ont souvent des ratios de travaux importants, donc avec des déficits fonciers évidemment très importants, parce que le montant des travaux est souvent très très lourd, même si le foncier est pas obligatoirement est pas gratuit. Les travaux sont tellement importants et onéreux sur ce type de biens, puisqu'on doit faire appel à des entreprises qualifiées. Bien entendu, on a des ratios de travaux importants, ce qui est tout à l'avantage, bien entendu, de l'investisseur. Donc, au monument historique placé à la Maison Sainte-Castor, on va voir le château de Mercy à Ars-la-Ganexie. Donc, on est dans la métropole de Metz, idéalement placé. Donc là, on est vraiment dans la zone, on est juste à côté du CHR, Centre Hospitalier Régional. Donc là, c'est un programme qui a vraiment bien marché. Vous voyez, on est dans la périphérie de Metz, mais avec une valeur locative, en tout cas, pour l'investissement qui est intéressante, puisque y a rien autour, finalement, en offre de location, alors qu'on est dans une zone où vous avez les universités, vous avez le CHR, vous avez comment ça s'appelle je l'ai en anglais, je l'ai pas en français. Je l'ai plus, c'est pas grave. Enfin voilà, donc c'est pour faire les traits de show. Voilà, bon, je l'ai plus en français. Pourtant, je parle pas que anglais, hein, loin de là, mais voilà, je perds mon vocabulaire, j'en perds mon latin, comme on dit. Voilà, donc le palais des, je vais pas y arriver. Voilà, pour faire tout ce qui est exposition. Voilà, le palais des expositions. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc tout se trouve à côté, peu d'offres. Donc ça s'est très bien vendu. Il nous reste normalement un seul lot, puisqu'on vient de vendre encore un lot hier. Les monuments historiques partent très bien en ce début d'année. On a eu pas mal de demandes. Donc là, il reste un lot sur 27 à Metz, sur le château de Mercy. Un très beau lot d'ailleurs. Donc pour le coup, c'est pas le dernier lot difficile à vendre qui reste, loin de là. C'est un lot très intéressant qui se trouve dans la tourelle qu'on voit en photo, la première tourelle sud-ouest, donc très bien exposée avec pour le coup une belle mezzanine qui n'est pas pris dans les travaux, mais voilà, qui fait une belle surface. Donc vraiment un lot à voir pour ceux qui sont intéressés, aux alentours de 300 000 euros. Voilà. Et ensuite, le dernier monument historique que nous avons actuellement, c'est le manoir de Bévilliers, qui se trouve à Gonfreville-Lorcher. Alors, pas du tout dans le 37, mais dans le 76. On n'est pas du tout dans le bon 37, ça c'était Tours. Donc on est dans le 76, puisque là on est dans la métropole du Havre, exactement. Donc, métropole du Havre, on est donc là, contrairement au château de Mercy, on va être là vraiment au cœur d'un golf 9 trous. Donc, encore une fois, ça peut être une autre type de clientèle avec des investissements. J'en parlais tout à l'heure. La dernière personne là qui a acheté le lot en rez-de-chaussée il y a quelques jours, voilà, tout de suite vu le potentiel sur du court terme, du saisonnier même, sur cette métropole du Havre, puisque on est là, on est à un quart d'heure vraiment de la gare. En face de la gare, le Havre a subi beaucoup de rénovations ces dernières années avec le maire qui n'est autre que notre ancien Premier ministre Édouard Philippe. Voilà. Édouard Philippe qui a beaucoup œuvré, c'est ça,
docks du Havre. Exactement, voilà. Donc on est une voilà. transformation du Havre qui a subi pendant des années une image d'une ville ouvrière, industrielle. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment un autre regard. Hein. C'est voilà, c'est vrai que c'est exactement ça. D'ailleurs, Édouard Philippe a un peu, on peut prendre comme exemple Alain Juppé, ce qu'a fait Alain Juppé de Bordeaux. Ouais, voilà, la même voie. Ils sont sur la même voie, la même étiquette et pas mal de choses en commun. Ils ont pas mal œuvré ensemble aussi. Donc voilà, donc on peut se dire que encore une fois, le Havre, je pense que ça reste un bon investissement. Très bon investissement. À 2h30 de Paris. Là, on est au milieu d'un golfe, on est sur la métropole, mais encore une fois, il y a pas mal de lignes de bus existantes. Il y a plus de 22 lignes de bus sur la région. On est à un quart d'heure des docks et de la gare, parce que voilà. Et voilà, donc vraiment idéalement placé aussi pour ce type d'investissement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Nous avons fini cette présentation. Vous avez notre adresse email à tous les deux. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Pour la plupart, je pense que vous avez aussi mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter à ce niveau-là aussi. Alors, je lis le numéro de Jean-Louis Korn, que je connais. Je crois qu'il faut conserver 9 ans en Malraux à partir de la date du premier bail, alors que si tu te conservais 15 ans à partir de la date de l'achat. Est-ce bien cela? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, Jean-Louis, je vous confirme. En effet, parce que le Malraux, lui, doit vraiment être loué 9 ans. Donc, à partir de la date du premier bail de location jusqu'à la fin, voilà, on doit le conserver 9 ans. Alors qu'en effet, le MH, on se doit le conserver 15 ans à partir de l'achat. On se doit le louer minimum 3 ans nu, voilà, dès la livraison. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas. C'est bien ça, c'est tout à fait ça, Jean-Louis. Merci, merci à vous. Alors en effet, Philippe, oui, je vais vous préparer on va vous préparer une synthèse. Alors ça prendra quelques jours, surtout que je m'absente début mai. Voilà, on profite mais Hayat est disponible. Si j'ai le temps, je vous prépare ça avant de partir et je vous envoie ça. Sinon, je vous l'envoie à mon retour mi-mai au plus tard. Mais voilà, je vais vous envoyer un petit condensé de tout ça. Merci, bon week-end prolongé. On n'y est pas encore. Hein, le week-end, c'est dans 8 jours. Merci Philippe. Bon, eh bien, écoutez, on vous souhaite tous une bonne journée. N'hésitez pas à nous contacter et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.